Bonjour et bienvenue. Cet e-learning aborde le suivi de la médication et l'accompagnement du patient après la sortie de l'hôpital par le pharmacien de référence. Cette présentation a été réalisée par la professeure et pharmacienne Verle-Foulon et la pharmacienne Merclas de la KUL. La traduction et l'adaptation de cette présentation à la situation wallonne ont été effectuées grâce à la collaboration des organisations professionnelles, APB et OFACO. La professeure et pharmacienne Anne Spinouine de l'UCL en a assuré la relecture. Quels sont les objectifs de cet e-learning? Nous voudrions vous donner les outils vous permettant de répondre à la question suivante. Comment le pharmacien de référence peut-il accompagner de manière efficace un patient dans son traitement médicamenteux après sa sortie de l'hôpital? Pour ce faire, nous préciserons l'utilité et l'importance de la réconciliation médicamenteuse, la structure d'un entretien de la réconciliation médicamenteuse. Nous illustrerons ces informations par des cas et nous vous fournirons une checklist reprenant les étapes à réaliser. Nous veillerons à éviter les erreurs de médication telles que des médicaments manquants, une double médication, des erreurs de dosage, des interactions. L'objectif n'est pas que la médication soit complètement revue ou adaptée. L'objectif est de surtout pouvoir atteindre un niveau de clarté suffisant pour le patient. Qu'entend-on par réconciliation médicamenteuse? La réconciliation médicamenteuse est un processus qui consiste à obtenir une liste complète et précise des médicaments pris par le patient, la comparer aux traitements prescrits lors de l'admission, le transfert ou la sortie du patient, identifier les discordances et les résoudre, documenter tout changement effectué. Une discordance médicamenteuse est une différence inexpliquée entre les différents traitements médicamenteux délivrés sur différents sites de soins. Cette discordance pourrait être intentionnelle, non justifiée ou non intentionnelle. L'objectif est de donner les bons médicaments aux patients à tout niveau du système de soins, quels que soient les points de transition. Car en effet, idéalement, la réconciliation médicamenteuse se réalise à chaque étape de transition de soins. Un changement de lieu de résidence, entre l'hôpital, le domicile, la maison de repos, ou également un changement de prestataire de soins, le médecin vers le spécialiste. Les soins transmuraux en lien avec l'hospitalisation. Nous pouvons nous retrouver dans différentes situations, suivant que l'intervention est planifiée, en hôpital de jour ou pour une hospitalisation de plusieurs jours, ou lors d'une admission en urgence. Quelle que soit la situation, l'hôpital devrait disposer d'un schéma de médication correct pour chaque admission. La mise à disposition d'un schéma de médication mis à jour permet une prise en charge plus efficace du patient. Il nous faudra également tenir compte de différents enjeux à la sortie de l'hôpital. Comment assurer le transfert d'informations vers la pharmacie? A-t-on prescrit une nouvelle médication au patient? Doit-on envisager une adaptation du mode de vie? Le patient dispose-t-il de soutien? A-t-il un aidant proche? Quelle est l'information à transmettre au médecin généraliste? Est-il averti? A-t-il été consulté? Le patient aura-t-il besoin de soins à domicile? Nous tâchons d'améliorer le transfert d'informations vers l'officine. Malgré cela, actuellement, nous constatons encore fréquemment des erreurs dans le schéma de médication. Par erreur, nous entendons discordance ou problèmes liés aux médicaments. C'est pourquoi certains projets prévoient une enveloppe à destination du pharmacien. Les projets qui mettent en place l'enveloppe verte tentent de répondre à une problématique. Cette enveloppe est destinée au pharmacien. Elle contient les prescriptions de l'hôpital et le schéma de médication. La KUL a partagé dans ses résultats de phase 1 de l'action de l'enveloppe quelques constats. Pour 35% des patients, le pharmacien a relevé au moins une anomalie, une discordance, lors de la réconciliation médicamenteuse. Pour 34% des patients, le pharmacien a découvert au moins un problème lié à la prescription lors de la réconciliation médicamenteuse. Et dans 14% des cas, le pharmacien a contacté un autre prestataire de soins. Dans la littérature de référence, il est décrit que les discordances médicamenteuses sont trouvées dans environ 2 admissions à l'hôpital sur 3. 10 à 30% des discordances peuvent mener à une détérioration de la santé du patient et prolonger son hospitalisation. Les discordances médicamenteuses entre la lettre de sortie et les prescriptions ont été identifiées chez 1 patient sur 2. À la sortie d'hospitalisation, le pharmacien d'officine identifie des problèmes liés aux médicaments chez 1 patient sur 3.
25% des patients réadmis dans le mois suivant la sortie le sont en partie à cause d'un problème de communication concernant leurs médicaments. La réconciliation médicamenteuse à la sortie de l'hôpital se base sur l'historique de la médication, des réponses aux questions posées au patient ou à sa famille, des prescriptions de l'hôpital et du courrier de sortie. Il s'agira d'obtenir la liste la plus détaillée possible de tous les médicaments que prend le patient à la sortie de l'hôpital et juste avant son hospitalisation, de comparer les informations, les listes et d'identifier les discordances, de prendre en charge et de résoudre les discordances, de mettre à jour la liste de médicaments et d'informer le patient. Déroulement d'un entretien de réconciliation médicamenteuse. Comment réaliser un entretien? Voici quelques cas vous permettant de comprendre ce qu'on attend du pharmacien. Premier cas. C'est le cas de Maria. Alice vient à la pharmacie. Alice est la fille de Maria. Maria a 85 ans. D'habitude, elle vient elle-même chercher ses médicaments. C'est une dame âgée, robuste, qui vit encore de façon indépendante. Sa fille vit dans le même quartier. Elle vous remet la prescription suivante. Pentomètre, 20 mg, 56 comprimés, 1 comprimé par jour. Stéovite, comprimé effervescent, 1 comprimé effervescent par jour. Movicol sachet, 1 sachet par jour. Et Dafalgan 1 g, 1 comprimé 3 fois par jour. Comment aborder ce cas qui se présente aujourd'hui à l'officine? Quels sont les points à discuter? Quelles sont les informations nécessaires? Quelles sont les questions à poser? Voici les différentes étapes de la réconciliation médicamenteuse. Elles sont reprises sous forme de checklist. Première étape, la prise en charge de la demande. Deuxième étape, la collecte des informations de la médication du patient. Troisième étape, la comparaison des informations. Quatrième étape, la mise en œuvre des actions utiles. Cinquième étape, le suivi sur mesure de la médication. Reprenons la première étape. Prise en charge. Interroger le patient ou son aidant proche. Nous allons ici rassembler toutes les informations nécessaires pour bien comprendre la situation. De quel patient s'agit-il? Pourquoi le patient est-il entré à l'hôpital? Quand le patient est-il sorti de l'hôpital? Le patient est-il déjà allé chez le médecin? Dispose-t-il des soins d'une infirmière à domicile? Dans la prise en charge, nous veillerons à connaître le sexe du patient, son âge, ses conditions de vie. Les raisons de son hospitalisation, la manière dont son hospitalisation s'est passée. La patiente a-t-elle le soutien d'un aidant proche? A-t-elle un médecin traitant? L'a-t-elle déjà contacté? Et dispose-t-elle de soins à domicile? L'entretien avec le patient pourrait commencer de cette manière. Vous avez une ordonnance venant de l'hôpital. Racontez-moi. Des questions supplémentaires permettraient de bien comprendre la situation. Que s'est-il passé? Combien de temps êtes-vous resté à l'hôpital? Depuis quand êtes-vous de retour à la maison? D'autres questions pourraient encore être posées. Comment allez-vous maintenant? Aurez-vous besoin de soins? Qui va prendre en charge ces soins? A-t-on déjà pris les dispositions nécessaires pour assurer un suivi approprié des soins? Question supplémentaire. Quand avez-vous rendez-vous avec le médecin? Il sera important de rappeler à la patiente que le médecin doit rapidement être informé. Voici les réponses qu'Alice a pu vous fournir. Maria a 85 ans. Elle a été admise après une chute à la maison il y a 5 jours. Sa voisine l'a retrouvée. Elle a trouvé suspect que les volets ne soient pas levés ce jour-là et est entrée avec sa clé. Maria était toujours consciente, mais elle était affaiblie et avait des douleurs au dos dues à la chute. Elle vient de sortir de l'hôpital. Ils n'ont pas encore pris contact avec le médecin de famille, mais ils ont reçu un courrier à l'attention du médecin. Il n'y a pas de soins à domicile planifiés, mais Maria ira vivre chez sa fille pendant un certain temps. Nous passons à présent au deuxième point de la checklist. Il s'agit de collecter toutes les informations sur la médication du patient. L'historique médicamenteux, la consultation du dossier pharmaceutique partagé, le schéma de médication disponible dans le software de l'officine, prescription de sortie, schéma de médication réalisé à l'hôpital, médicaments de transition ou médicaments reçus de l'hôpital. Nous disposons donc déjà de la prescription. Dispose-t-on d'un schéma de médication? Sinon, que puis-je trouver au niveau de son historique de délivrance? Ai-je accès au dossier pharmaceutique partagé? S'agit-il d'un patient atteint de maladie chronique? Dois-je tenir compte d'antécédents médicaux pertinents? Certains médicaments sont-ils à marge thérapeutique étroite?
Il nous faudra encore savoir si d'autres documents ont été remis par l'hôpital et si le patient a reçu des médicaments à la sortie. D'autres questions pourraient encore être posées. Y a-t-il eu des changements dans la médication? Des traitements médicamenteux ont-ils été démarrés à l'hôpital? Le patient a-t-il reçu des premières informations sur ces nouveaux traitements? A-t-il des questions et des préoccupations par rapport à ces nouveaux traitements? Autre question que nous pourrions lui poser. Vous a-t-on remis d'autres documents que la prescription? Quels médicaments avez-vous reçus à l'hôpital? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux médicaments que vous preniez auparavant? Vous a-t-on expliqué la raison du changement? Comment vous sentez-vous avec ce médicament? Avez-vous des questions à ce sujet? Avez-vous également reçu des médicaments de l'hôpital pour couvrir les premiers jours après le retour à la maison? Parmi les infos collectées, nous avons l'ordonnance de l'hôpital et le schéma de médication que nous avions réalisé à l'officine avant l'admission. Maria est une patiente connue. Elle prend du Forlax, un laxatif, de l'indapamide, un diurétique, du Lipitor, une statine, hypolipémiant, de la L-thyroxine pour la thyroïde, du pantoprazole pour son estomac, à un dosage de 40 mg, des antidouleurs, paracétamol et tradonal, un somnifère et un antidépresseur tricyclique, le Redomex. Alice vous confirme qu'elle n'a reçu que la prescription. Elle n'a pas reçu de schéma de médication à la sortie. Elle n'a pas reçu de médicaments de transition pour sa maman. Alice était présente à la sortie. Elle a retenu que des modifications avaient été apportées à la médication. Les médicaments pour le cholestérol et le somnifère ont été arrêtés. Il y a également un changement dans la médication pour l'estomac, car sa maman ne souffre plus d'ulcères. Nous passons maintenant à l'étape 3. Nous allons comparer les informations reçues. Observe-t-on des informations contradictoires? Un autre dosage, une autre posologie, une autre spécialité? Identifie-t-on des problèmes liés au médicament? Dans l'utilisation du médicament, le choix du médicament, des interactions, un dosage qui n'est pas approprié. Plusieurs changements ont été réalisés dans la médication de Maria. Le zolpidem et le Lipitor ont été arrêtés. La dose du Pentometh a été diminuée. Ils ont également démarré un traitement avec du stéovite. Point d'attention, l'hôpital a prescrit d'autres spécialités. Il y a donc un risque de double médication. Dans l'historique, nous avions retrouvé du Forlax. Or, l'hôpital a prescrit du Movicol. Maria prenait du pantoprazole, ils ont prescrit à présent du Pentometh. Maria prenait du paracétamol, l'ordonnance reprend du Dafalgan. Pour les autres médicaments, on considère qu'ils sont poursuivis. Indapamide, tradonal, L-thyroxine. Nous arrivons à présent à l'étape 4, la mise en œuvre des actions utiles. Que prévoit cette étape? Discuter de ces adaptations avec le patient ou avec son aidant proche, mettre à jour le schéma de médication, demander de prendre contact avec le médecin traitant et, en cas de discordance, contacter l'hôpital ou le médecin traitant. Le schéma de médication est mis à jour et est remis au patient. Le Forlax peut être maintenu. Le Pentometh 20 mg remplace bien le pantoprazole 40 mg. La boîte de pantoprazole peut être mise à l'officine si on craint une erreur et une double médication. Le paracétamol Teva 1 g peut être maintenu aussi. Il sera donc intéressant de parcourir avec Alice le nouveau schéma de médication, de vérifier si elle a bien compris les adaptations. Lui proposer de remettre à la pharmacie les médicaments que sa maman ne prendra plus, Lipitor et Zolpidem, ainsi que la boîte de pantoprazole qui a été remplacée par du Pentometh 20. Il faudra donner des conseils pour la prise correcte du nouveau médicament, qu'elle aura peut-être déjà reçu à l'hôpital. Le stéovite a été ajouté à son traitement. On peut préciser à Alice à quoi sert le médicament. Il s'agit d'une combinaison de calcium et de vitamine D administrée dans la prévention des fractures. C'est un traitement chronique qu'il conviendra de prendre tous les soirs en mangeant. Passons à présent au deuxième cas. Franz, 76 ans, vient de sortir de l'hôpital après avoir été admis pour une fracture de la hanche. La semaine dernière, il a malheureusement fait une chute dans la rue en trébuchant sur un pavé. Heureusement, les passants ont immédiatement appelé une ambulance. Monique, son épouse, se rend maintenant à l'officine avec la prescription suivante. Fraxiparine, 0,4 ml, une fois par jour. Alendronate, 70 mg, un comprimé par semaine. Pentometh, 40 mg, un comprimé par jour. Nous questionnons à présent Monique afin de rassembler les premières informations utiles. Nous savons qu'il s'agit de Franz,
qu'il a 76 ans, qu'il a été admis après une chute dans la rue, qu'il vient de sortir de l'hôpital. Il n'a pas contacté son médecin, mais a bien reçu une lettre à remettre au médecin. Des soins à domicile sont prévus dès demain. Passons à présent à l'étape 2 et rassemblons toutes les informations dont nous disposons. Nous avons donc la prescription, la lettre de sortie à l'attention du médecin de famille et l'historique de médication. Dans la lettre de sortie, les médicaments pris par le patient sont repris. On retrouve alendronate 70 mg, 1 comprimé par semaine, Cassite D3, 1 comprimé par jour, Dafalgan 1 g, jusqu'à 1 comprimé 3 fois par jour, M-concormitis 1 comprimé par jour, Fraxiparine 1 injection par jour, Pentomède 40 1 comprimé par jour, Simvastatine 20 1 comprimé par jour. Il n'y a pas de schéma de médication disponible pour Franz, mais nous disposons de son historique de médication. On y retrouve de l'M-concormitis, de la simvastatine 20 mg, du paracétamol 1 g et du Décure en ampoule. Dans l'étape 3, nous serons attentifs à relever d'éventuelles discordances ou de problèmes liés à la médication. De façon systématique, nous pouvons, sur base de la prescription ou de la lettre de sortie, vérifier chaque médicament et se demander de quoi il s'agit et dans quel but il a été prescrit, le dosage du médicament, les interactions éventuelles et la durée du traitement. Avons-nous identifié des discordances suite à une modification de dosage ou de posologie? Un médicament a-t-il été démarré ou arrêté? Comment peut-on interpréter ces discordances avec l'aide du patient? Aussi, il sera utile de vérifier avec le patient si des informations ont déjà été transmises et si ce que nous observons correspond bien aux informations qu'il a reçues. Par exemple, lui demander ou lui dire « Je vois que on vous a prescrit du Cassite. Est-ce bien correct que, avant l'hospitalisation, vous preniez de la vitamine D, des ampoules de Décure? Vous a-t-on dit à l'hôpital que le Cassite contenait de la vitamine D et du calcium et qu'il ne fallait plus prendre de Décure? N'oublions pas de repréciser l'information reçue quant à la durée du traitement, afin d'éviter que certains traitements soient poursuivis par erreur. Lors de la comparaison des sources, qu'avons-nous pu relever? Vous avez certainement identifié des discordances. Selon les lignes directrices, l'alendronate est prescrit en combinaison avec le calcium et la vitamine D. Le Cassite est repris dans la lettre de sortie du médecin, mais n'est pas repris sur la prescription. Dans l'historique de délivrance, nous retrouvons Décure, mais pas de Cassite. Vous aurez aussi relevé que la lettre pour le médecin reprend du Dafalgan, mais que le patient reçoit du paracétamol. En discutant avec Monique, vous apprenez que Franz n'est pas très enclin à prendre ses médicaments. Il est plutôt réticent, et que par facilité, il les prend tous le matin. Nous avons donc identifié avec cet entretien quelques problèmes liés aux médicaments potentiels. Comment pourrions-nous les résoudre? Nous vous présentons dans les quelques slides suivants une méthode permettant de classifier les interventions du pharmacien. Il s'agit de la classification PharmDisc. Ces interventions permettent d'assurer la continuité des soins. Cette approche permet d'aller plus loin dans l'analyse. Cette méthode a été utilisée notamment dans l'étude Simenon et le projet Groen Envelope. Plusieurs points sont donc passés en revue. Le choix de la thérapie. Les lignes directrices ou les recommandations ne sont peut-être pas respectées. On observe des contre-indications. Par exemple, la prescription d'un anti-inflammatoire non stéroïdien lors d'une insuffisance cardiaque. On révèle des interactions. Le médicament prescrit n'est pas indiqué. Par exemple, une statine en prévention primaire chez des patients de plus de 80 ans. Une double médication. À la fois le médicament original et le générique sont prescrits. Des effets secondaires. Des données du patient manquantes. Par exemple, l'allergie n'est pas documentée au sein de l'officine. Autre point à considérer, le choix du médicament. La voie ou la forme d'administration n'est peut-être pas adéquate. Par exemple, un comprimé à avaler en cas de problème de déglutition. Le choix du dosage peut également poser problème. Un sous-dosage, par exemple du pantoprazole 20 mg en cas d'ulcère gastrique aigu. Un surdosage, une prescription de 1 g de paracétamol chez une patiente qui pèse moins de 45 kg. Un suivi insuffisant,
Par exemple, absence de contrôle des hormones thyroïdiennes lors de l'administration de lévothyroxine. Dernier point, une dose non adaptée à la performance des organes, par exemple une dose élevée d'allopurinol en cas d'insuffisance rénale. L'utilisation du médicament. Le moment de prise ou la fréquence des prises n'est peut-être pas appropriée. Par exemple, des gouttes ophtalmiques qui seraient administrées le matin au lieu du soir. Le lévodopa pris avec le repas. Des intervalles de dose qui ne sont pas respectés. L'administration ou l'utilisation peut être inappropriée. Par exemple, un patient qui oublierait de secouer son inhalateur. Un point sur la durée du traitement. La durée pourrait être trop longue ou trop courte. Par exemple, un patient qui viendra continuer à utiliser une crème à base de cortisone après la guérison. Autre point, un souci de logistique, un médicament prescrit qui n'est plus disponible. Dernier point encore, la question au sujet du patient. Un patient qui n'aurait pas confiance en la thérapie qui lui a été prescrite. Une connaissance insuffisante dans sa maladie ou ses médicaments, de l'inquiétude quant au traitement. Par exemple, un patient qui s'inquiéterait du nombre de médicaments qu'il a à prendre par jour, ou un patient qui ne pourrait pas supporter la charge financière de son traitement. Quelques points sur la qualité de la prescription. La taille de l'emballage ou la durée de la thérapie pourrait être incorrecte ou pas très claire. La dose ou la forme galénique pourrait être erronée. La prescription illisible. Le nom du médicament peu précis. Les instructions de dosage manquantes. L'absence de prescription pour des produits complémentaires nécessaires ou des dispositifs d'aide à l'application. Lorsque les informations récoltées ne nous permettent pas de résoudre les discordances, quand des problèmes de surdosage, de sous-dosage ou d'interaction importante apparaissent, il sera utile de contacter le médecin. La question se posera alors de savoir quel médecin il faut contacter, le médecin spécialiste de l'hôpital ou le médecin généraliste. Sur base du PharmDisc, nous pouvons énumérer tous les problèmes liés à la médication qui ont été identifiés. La qualité de la prescription, le CACIT n'a pas été mentionné. Les risques de double médication, présence de CACIT et de décure dans les différentes sources d'informations, de dafalgan et de paracétamol. Un risque également d'interaction, la landronate ne peut pas être pris en même temps que le calcium et la vitamine D. Autre moment de prise inapproprié, la simvastatine ne peut pas être prise le matin. Passons maintenant à la 4e étape, avec la mise en œuvre des actions utiles. Pour Franz, il sera intéressant de lui remettre un schéma de médication. Il faudra bien faire remarquer que certains traitements sont chroniques et que d'autres sont temporaires. On s'assurera également que le patient a bien compris les modalités de prise de la landronate. La landronate doit être prise une fois par semaine, une demi-heure avant le petit déjeuner, avec un grand verre d'eau. On lui rappellera aussi de ne pas se recoucher ensuite. Nous abordons à présent notre 3e et dernier cas, le cas de Wilfried. Maria, l'épouse de Wilfried, 61 ans, vous rend visite à la pharmacie. Elle vous remet les ordonnances suivantes qui ont été rédigées pour son mari. Elle vous dit qu'il est rentré de l'hôpital hier. Elle est encore un peu émotive et très heureuse qu'il soit à la maison. Vous êtes le pharmacien de référence de Wilfried, vous avez donc un schéma de médication à disposition dans le logiciel de la pharmacie. Sur les ordonnances, vous pouvez lire Tradonal 50 mg, un comprimé 3 fois par jour, Forlax sachet, 1 sachet par jour, Paracétamol Teva, un comprimé si nécessaire, maximum 3 fois par jour, Xarelto 15 mg, un comprimé 2 fois par jour, jusqu'au 18 mai, et du Xarelto 20 mg, un comprimé 1 fois par jour, jusqu'au 28 juillet. En discutant avec Maria, vous obtenez les informations suivantes. Wilfried a été hospitalisé en raison d'une infection à la Covid-19. Il a été hospitalisé pendant une quinzaine de jours, du 1er juin au 15 juin. Il est sorti de l'hôpital hier. Pendant son séjour à l'hôpital, Wilfried a souffert d'une thrombose veineuse profonde. Cela s'est produit le 4 juin. Aucun rendez-vous avec le médecin de famille n'a encore été fixé, mais Maria allait s'en occuper aujourd'hui. Les soins à domicile ne sont pas nécessaires, Maria va s'occuper de son mari. Vous réalisez aussi qu'il sera important de fournir quelques explications, car elle vous précise que l'information a été donnée très vite. En effet, elle a compris qu'à cause du caillot dans sa jambe, il devrait prendre des pilules pendant un certain temps et qu'il devrait ensuite en prendre d'autres.
Quelles sont les informations sur la médication dont on dispose? En plus des prescriptions, Maria nous remet le schéma de médication réalisé par l'hôpital. L'hôpital a remis un schéma de médication distinguant la médication chronique de la médication temporaire. Nous disposions, nous aussi, d'un schéma de médication pour le patient. Sur le schéma de médication, nous retrouvions simvastatine 20 mg, un comprimé le soir, Pentomède 20 mg, un comprimé le matin. Passons maintenant à l'étape 3 et réalisons le même exercice que dans les cas précédents. Nous allons comparer les différentes sources et identifier les éventuelles discordances ou les éventuels problèmes liés à la médication. Que remarquons-nous? Wilfried prend peu de médicaments chroniques et sa médication chronique n'a pas été modifiée. Nous n'avons donc pas relevé de discordance. Cependant, plusieurs médicaments ont été ajoutés à sa médication durant son séjour à l'hôpital. Un traitement contre la douleur, un traitement pour traiter la thrombose veineuse profonde. La durée de ces 2 traitements devra être précisée. Aucun doublon n'a été identifié. Étape 4. Que devons-nous prévoir pour le suivi de Wilfried? Il faut certainement lui prévoir un nouveau schéma de médication reprenant les différentes informations de l'hôpital, de son historique de médication. Nous reprendrons également ce que nous aurons appris du patient ou du médecin. Il est utile que le patient dispose de ce schéma de médication le plus rapidement possible. Le mieux serait de le rédiger tout de suite. Si ce n'est pas possible, donnez les informations essentielles pour les premiers jours et déterminez avec le patient quand et comment vous lui remettrez le schéma de médication. Sur quoi devez-vous vous concentrer dans ce cas? Dans le cas de Wilfried, c'est bien la nouvelle médication qui devra être prise temporairement qui doit être discutée avec le patient. Plusieurs points importants doivent être précisés. On abordera les médicaments contre la douleur et le plan de traitement du Xarelto. Le plan de traitement du Xarelto pour la thrombose veineuse profonde est le suivant. 21 jours à 30 mg par jour, administrés en 2 doses. 15 mg 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. À partir du jour 22, 20 mg par jour, administrés en une dose. La durée totale du traitement est de 3 mois. Rappelez au patient de partager le schéma de médication avec tous les prestataires qu'il rencontrera. Nous disposons aujourd'hui de preuves que la COVID-19 s'accompagne d'un risque accru de thromboembolie. Nous savons qu'une hypercoagulabilité est suspectée, mais le mécanisme est encore insuffisamment connu. Le consensus général est le suivant. Tous les patients hospitalisés avec la COVID-19 devraient recevoir une thromboprophylaxie, de préférence des héparines de bas poids moléculaire. Chez les patients préalablement anticoagulés, pour une autre indication, on maintiendra l'anticoagulant oral ou on passera à une héparine de bas poids moléculaire en fonction de l'évaluation clinique. Plusieurs cas peuvent se présenter. Si le patient a souffert d'une thrombose veineuse profonde ou d'une embolie pulmonaire pendant le séjour, on conseillera un traitement anticoagulant ambulatoire pour une durée de traitement de minimum 3 mois. Si le patient n'a pas fait de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire pendant le séjour, on poursuivra la prévention thromboembolique jusqu'à 2 à 6 semaines après le retour à domicile, le plus souvent avec une héparine de bas poids moléculaire. La décision sera fonction de plusieurs éléments: la gravité de la COVID, l'état clinique du patient, le risque thrombotique et hémorragique. C'est pourquoi les décisions se prendront au cas par cas et la communication entre la première et la deuxième ligne est essentielle. Gardons en tête également que les patients atteints de la COVID et traités uniquement en ambulatoire sont des patients qui peuvent présenter une fatigue importante et de la fièvre. Ceci va entraîner un alitement prolongé. Cette diminution de la mobilité, en combinaison à la présence d'autres facteurs de risque de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire, va exposer le patient à un risque accru de thrombose. Il existe aujourd'hui un arbre décisionnel validé pour la prise en charge à domicile de patients atteints de la COVID-19 et qui se trouve dans un état préoccupant. Dans cet arbre décisionnel sont repris des signes d'alarme nommés red flags. Ceux-ci nécessitent une hospitalisation immédiate. Ces signaux sont notamment la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, l'état de conscience altéré. Sans signe d'alarme, on évaluera la situation en reprenant les risques de la COVID-19. L'âge, l'indice de masse corporelle, la présence de pathologies telles que le diabète ou les pathologies cardiaques. Dans cet arbre décisionnel, on sera attentif également au patient, à son autonomie, ses préférences, la présence ou non d'un aidant proche. Un monitoring sera réalisé en ambulatoire. Ce monitoring permettra d'évaluer les besoins en oxygène,
les traitements à base de corticoïdes, un traitement antidouleur, un traitement antibiotique en cas de surinfection et une thromboprophylaxie. Chez tous les patients, on prévoira une mobilisation et une hydratation suffisante. Un traitement à base d'énoxaparine devra être envisagé selon le jugement clinique chez tous les patients alités. Elle sera recommandée chez les patients alités avec les facteurs de risque de thromboembolie veineuse. Ce tableau reprend les doses conseillées d'anticoagulants oraux directs en cas de traitement et de prévention secondaire des thromboembolies veineuses. La dose sera fonction de différents facteurs, que sont l'âge, le poids et la clairance rénale. La comédication, on entend les risques d'interaction médicamenteuse, devront être également évalués. Pensons aux médicaments qui sont à risque d'hémorragie, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Pensons également aux interactions pharmacocinétiques, puisque apixaban et rivaroxaban sont tous deux des substrats du cytochrome P3A4. Tous les anticoagulants oraux directs sont également des substrats de la glycoprotéine P. Nous pouvons passer à présent à l'étape 5, l'accompagnement sur mesure du patient. Nous serons attentifs aux conseils de première et de deuxième délivrance. Nous pourrons parcourir le nouveau schéma de médication avec le patient. Nous serons attentifs à surveiller l'adhésion thérapeutique et à la soutenir, et nous vérifierons avec le patient si tout est bien clair. Concernant les conseils de première délivrance, il faudra renseigner le patient sur l'objectif du traitement et son effet, la manière dont il sera utilisé, les éventuels effets secondaires que le patient pourrait ressentir et comment il pourrait réagir, la durée du traitement avec un point d'attention à l'adhésion thérapeutique. Lors d'une deuxième délivrance, il sera utile de questionner le patient sur les effets ressentis, quelle est l'efficacité pour le patient, en rappelant bien que parfois on ne ressent pas les effets du médicament, comment prend-il actuellement son médicament et à quel moment, a-t-il remarqué des changements depuis qu'il prend son médicament, y a-t-il des choses qui le dérangent, et comment arrive-t-il à prendre son médicament tous les jours. Il s'agit ici d'une question ouverte qui nous permettra de le questionner sur son adhésion thérapeutique. Pour chaque nouveau médicament, il faut un guide de première délivrance. Mais il faut garder à l'esprit que le patient peut déjà avoir commencé son traitement à l'hôpital. Il faut adapter ses conseils aux expériences du patient. En parcourant le nouveau schéma de médication, on mettra l'accent sur les nouveaux médicaments, sur ceux qui sont arrêtés ou ceux dont on a modifié les modalités de prise ou le dosage. Le schéma de médication présenté est-il compris? Nous savons que bien souvent, un schéma de médication présentant les médicaments par moment de prise est plus lisible pour le patient. Le patient a-t-il besoin d'aide pour prendre ses médicaments correctement? A-t-il besoin d'outils? Des rappels peuvent être programmés sur un smartphone. Des piluliers peuvent également être préparés. L'adhésion au traitement est essentielle pour éviter les complications. Si un médicament est arrêté, n'hésitez pas à proposer au patient de le ramener à la pharmacie et éviter de la sorte tout risque d'erreur. Que faudrait-il encore discuter avec le patient ou avec son aidant proche? Concernant la médication, les demandes de remboursement ont-elles été introduites? Concernant les soins, qui va s'occuper des soins? Le médecin traitant a-t-il prévu de passer? Et quand? Du matériel particulier sera-t-il nécessaire? Où pourra-t-on s'en procurer? Devez-vous prévoir du matériel particulier pour les soins de plaie? Un contact avec l'infirmière sera peut-être utile. Wilfried a donc plusieurs nouveaux médicaments à prendre. De la médication contre la douleur, une première délivrance de Tradonal, une première délivrance de paracétamol. Il a également un traitement contre la constipation, une première délivrance de Forlax et un traitement d'anticoagulant, première délivrance de Xarelto. Il se peut que les médicaments antidouleurs aient déjà été commencés à l'hôpital. L'accompagnement de première délivrance n'est donc pas un start, et il faudra se baser sur l'expérience du patient. Il a peut-être déjà souffert d'effets secondaires. Le patient peut déjà signaler ses difficultés éventuelles. Il faudra également l'informer sur la durée du traitement. Certains traitements sont des traitements temporaires qui devront être arrêtés. Nous prendrons le temps de lui présenter ces nouveaux traitements. Tradonal 50 mg. Il s'agit d'un analgésique puissant. Nous pourrions lui poser la question « Comment est la douleur maintenant ?» Le traitement doit être pris un comprimé 3 fois par jour à répartir au mieux. Nous pourrions lui demander comment il prend le traitement pour le moment. Et à quel moment? Nous connaissons les effets secondaires du Tradonal.
risque de somnolence et de constipation. Comment le patient réagit-il à ce médicament? Son conjoint se rend-il compte de ces symptômes? Comment se passe son transit intestinal? En ce qui concerne l'adhésion thérapeutique, on précisera que le tradonal sera pris comme un traitement aigu. La médication sera diminuée au bout d'une semaine. On passera à 2 prises par jour et au bout d'une semaine, on essayera de passer au paracétamol seul. Si la douleur persistait après 10 jours, on en parlerait au médecin. Autre traitement contre la douleur, le paracétamol. Il est ici prescrit en association avec le tradonal. On demandera au patient à quelle fréquence il utilise le paracétamol pour le moment. Si nécessaire, le paracétamol peut être pris maximum 3 fois par jour, en espaçant les prises de 4 à 6 heures. On combinera le paracétamol au tradonal si nécessaire. Après 2 semaines, on essaiera de passer uniquement au paracétamol. Si la gestion de la douleur n'est pas suffisante, on reprendrait contact avec le médecin. Autre nouveau traitement, le Forlax. Le Forlax a été prescrit pour lutter contre la constipation causée par le tradonal. Le Forlax est un laxatif qui rendra les selles plus molles. On pourrait demander au patient comment est son transit maintenant. On pourrait lui demander également s'il a déjà reçu le traitement à l'hôpital. Le Forlax doit être utilisé 1 fois par jour le matin. Le sachet doit être dissous dans un grand verre d'eau. Si nécessaire, il peut prendre jusqu'à 2 sachets le matin. Il prendra le Forlax aussi longtemps qu'il prend du tradonal. Nous passons maintenant au plan de traitement de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire. Premier traitement, le Xarelto 15 mg. Le Xarelto est un anticoagulant. Il est important dans le traitement du caillot de Wilfried. Il l'utilisera pendant 21 jours, 2 fois par jour, en veillant à maintenir 12 heures entre chaque prise. La prise sera réalisée jusqu'au 25 juin 2020. Le Xarelto doit être pris avec de la nourriture. Comment peut-il faire ça concrètement? Nous pouvons proposer à Wilfried de le prendre au petit déjeuner et au repas du soir. Quels sont les effets secondaires attendus? Wilfried pourrait souffrir de maux de tête et de saignements fréquents. A-t-il déjà remarqué des symptômes de ce genre? Il est très important qu'il prenne son traitement correctement. Il devra programmer les prises de manière rigoureuse, toutes les 12 heures. À partir du 22e jour, il prendra du Xarelto 20 mg, un comprimé 1 fois par jour. Il prendra ce traitement pendant minimum 3 mois. Ce traitement devra être pris avec de la nourriture, de préférence avec le repas principal. C'est un traitement qui est très important. Comme pharmacien, nous pourrions entreprendre plusieurs actions, seuls ou après concertation avec le médecin. Nous pouvons certainement prévoir une discussion exhaustive avec le patient, le renvoi du patient vers d'autres prestataires, des instructions pour le former à l'administration de certains médicaments, délivrer des outils pour soutenir l'adhésion thérapeutique, éclaircir ou compléter de l'information, prévoir de substituer, par exemple, revenir à un original ou au générique comme prescrit avant hospitalisation, optimaliser la forme ou la voie d'administration, adapter la taille du conditionnement ou la quantité de comprimés à la durée du traitement. Certains changements devraient être réalisés après concertation avec le médecin, notamment l'adaptation de la dose, l'arrêt du traitement ou la proposition de faire un suivi de la thérapie. L'outil PharmDisc reprend les interventions réalisées par le pharmacien et ce sont notamment ces interventions qui sont reprises dans le questionnaire des projets pilotes pour mesurer l'impact de l'intervention du service réalisé par le pharmacien. Quelles sont les interventions principales dans le cas 3, le cas de Wilfried? C'est certainement une discussion exhaustive avec le patient et une explication sur la prise de médicaments qui seront essentielles. Les patients post-Covid-19 constituent un groupe cible vulnérable. Contactez le patient ou son aidant proche pour discuter de la possibilité d'une livraison à domicile. Procédez à la réconciliation médicamenteuse après la sortie de l'hôpital. Envisagez également les possibilités de prise de contact online ou par téléphone. Prenez votre responsabilité en tant que pharmacien de référence. L'action enveloppe. Voici les observations du projet Sorgsam Leuven qui a réalisé l'action enveloppe. La durée moyenne de l'entretien était environ de 14 minutes. Dans 92% des cas, c'est une autre personne que le patient qui s'est présenté à l'officine. Dans 48% des cas, le patient ou l'aidant proche se rend à la pharmacie le jour même de la sortie.
70% des patients ne sont pas allés chez le médecin généraliste avant de se rendre à la pharmacie. Dans 20% des cas, le pharmacien ne sait pas si un médicament a été fourni par l'hôpital. Dans 35% des cas, au moins une discordance a été constatée par le pharmacien. Dans 34% des cas, au moins un problème lié au médicament a été constaté par le pharmacien. 14% des pharmaciens contactent un autre prestataire de soins de santé pendant l'entretien de la réconciliation médicamenteuse. Beaucoup de pharmaciens ont suggéré l'utilisation d'un courrier de sortie à l'intention du pharmacien. Que pouvons-nous retenir de ces résultats? Le pharmacien est souvent le premier prestataire de soins à voir le patient. Un pharmacien sur 3 constate au moins une discordance. Un pharmacien sur 3 constate au moins un problème lié au médicament. Il est donc très important de procéder avec le patient à une réconciliation médicamenteuse minutieuse. En tant que pharmacien de référence, il faut s'assurer que tout soit clair pour votre patient et s'assurer de la mise à jour du schéma de médication. Il doit être adapté, si nécessaire, à la médication du domicile. Nous arrivons à présent à la conclusion de cet e-learning. Un entretien approfondi de sortie après une admission à l'hôpital est crucial. N'hésitez pas à utiliser la checklist. Fournissez toujours à votre patient un schéma de médication mis à jour avec des conseils personnalisés. Si vous recevez une enveloppe, n'oubliez pas de scanner le CNK et de remplir le questionnaire. Nous remercions les projets Pacte et Chronilux pour leur soutien à la réalisation de cet e-learning. Merci pour votre attention.